Bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux d'accueillir ce soir chez Carib l'équipe et un bon nombre d'auteurs de ce projet Mythique 27 qu'on a suivi avec beaucoup de joie depuis le début, grâce à Yann Suti. Donc, bon, la plupart des gens qui sont là, vous savez de quoi il retourne, mais j'ai envie de dire, moi, avant que Yann ne m'en parle, je ne savais pas qu'il existait un club 27. Je savais, comme la plupart des gens, que curieusement, entre 1967 et 1971, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin et Jim Morrison étaient morts à 27 ans dans des circonstances relativement tragiques. Enfin, voilà, je ne savais pas qu'il y en avait beaucoup plus en fait, que ces quatre-là. Et ce Club 27, et l'idée de faire un projet littéraire et plastique autour, comment c'est venu, Yann? C'est venu tout simplement au moment de la mort d'Amy Winehouse. Il y a plein de choses qui sont dites sur le Club 27, c'est revenu parler, est-ce qu'il y a une malédiction de ces artistes morts à 27 ans. Voilà, donc à ce moment-là, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on va faire quelque chose là-dessus? C'est simple que ça. Parce qu'il y avait cette anecdote, on disait que la mère de Kurt Cobain, en fait, une citation plus ou moins apocryphe, et dont on n'est pas sûr s'il fallait vraiment l'interpréter comme ça, mais aurait dit qu'elle avait bien dit à son fils de ne pas rejoindre ce club, que ce n'était pas une bonne idée. Et il y aurait eu un malentendu, oui, elle pensait, c'est le club des célébrités mortes trop jeunes, le journaliste aurait compris 27 ans, et voilà, la légende est née à partir de là. Alors, par rapport donc au nombre de ces artistes qui sont morts à 27 ans, comment vous avez choisi en fait les 27 qui ont été retenus pour le projet? Tout simplement, en fait, quand on tape sur un moteur de recherche Club 27, il y a des milliers de pages qui arrivent. Et il y a une page Wikipédia qui recense, au dernier comptage, je crois qu'il y a 44 ou 46 membres du Club 27. Donc en fait, on en avait même trop. Donc on a dû en éliminer, donc presque une deuxième mort. Et là, très simplement, en fait, on a pris les plus illustres, les plus connus, et puis ensuite c'était en fonction du nombre des informations qu'il y avait, parce que dans ce club il y a des gens très connus et d'autres qui sont beaucoup moins, ou juste dans leur quartier ou par leur famille. Et en fait on trouve sur internet juste il y a leur nom et leur date de mort, voilà, c'est tout. Donc on a essayé de prendre ceux où il y avait quand même quelques petites informations pour les plasticiens, les écrivains, qui parfois étaient très limités à une ou deux anecdotes ou juste les circonstances de la mort. Alors en revanche, s'il y a bien 27 artistes donc, qui ont été retenus, il y a nettement plus, il y a plus d'une quarantaine de plasticiens. Donc, ça en fait c'est pour une question bassement pratique pour que le livre ait un peu d'épaisseur. Et puis quand on fait une expo aussi, si on met que 27 œuvres, ça fait un peu vide. Donc, on a eu besoin de plus de monde. De quelle manière vous avez procédé pour la mise en correspondance donc, entre les 27 artistes morts ou disparus, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont on n'est pas complètement sûr qu'ils soient morts. On sait que Elvis est vivant, mais il va mort à 27 ans. Comment s'est fait le choix, et s'il y avait plusieurs écrivains qui voulaient faire le même artiste, comment ça s'est réglé? En fait, Par le cache dans la boue. On a imposé les choses. C'était plus simple, puisqu'il y a beaucoup de monde qui est impliqué. Donc il y a les 27 écrivains plus la quarantaine d'artistes. Donc si on demandait l'avis à chacun, ça aurait pu être vraiment l'usine à gaz. Donc on a décidé, voilà, de dire à un écrivain, est-ce que tu peux travailler sur tel artiste? En général, ils étaient d'accord. Parfois, il y a eu des petites négociations, mais globalement, ils ont accepté de jouer le jeu. Et voilà, donc c'est fait assez facilement. Et puis le côté d'avoir une contrainte, en fait, et de ne pas être complètement libre, permet aussi de nourrir quelque part la créativité. On peut le voir avec les textes, qui sont assez riches et créatifs. Et en effet, donc, chaque texte fait 27 lignes, donc ça rajoutait une contrainte assez particulière. Alors, vous verrez en parcourant l'ouvrage que chacun des auteurs n'a pas fait le même usage de la notion de ligne. Mais non. Alors, parmi les plasticiens, il y a une part très importante qui, il me semble, qui est accordée au street art. D'où est-ce que ça vient, ce biais, cette envie?
En fait, le street art me paraissait très intéressant à mesure où c'est un mouvement très ouvert et ouvert notamment aux expérimentations et puis au challenge, aux défis. C'est un peu inscrit finalement dans ses gènes et puis on a envie de voir comment il travaillait sur un sujet imposé comme ça. Et il y a un côté un peu marginal de transgression dans le street art qu'on retrouve aussi chez des membres du Club 27 qui avaient une vie marginale. Et donc ce qu'on peut se rendre compte aussi avec le street art, c'est que de plus en plus il va dans les galeries ou dans les musées, il s'institutionnalise. Et de la même manière, les membres du Club 27, qui pour certains étaient quand même des marginaux, sont devenus mythiques du fait de leur mort à 27 ans. Voilà, donc il y a un parallèle entre les deux qui peut être fait. Et là, sur la sélection, il y a aussi des artistes d'art contemporain, moins des street artistes. Et donc c'est pour aussi essayer de voir cette évolution entre le street art qui vient dans les musées et d'avoir donc un panel complet de street art et art contemporain de manière générale. D'accord. Du coup, il y a une exposition qui est prévue, tu peux nous en dire? Alors, première exposition aura lieu à l'espace Cardin, donc à côté de l'Élysée, du 3 au 8 décembre. Après, il y aura peut-être d'autres expos à Bruxelles en négociation, puis en France, on verra après les municipales. Donc on va lire en fait des extraits, donc pas les 27 textes, mais 13 d'entre eux, donc par un système de négociation assez fouillé qui a occupé Yann pendant les 2 dernières semaines, de savoir qui allait lire quoi, sachant que personne ne lira son propre texte. Donc c'est moi qui commence. Ouais. Je vais vous lire en fait le texte de Solange Bicharton sur John Garrigan. Tu es invisible. Ils étaient venus avant toi et déjà ils étaient morts ainsi. Les guitares roses de papa, les mecs en poster dans la chambre de maman, les romantiques à rouflaquettes, ces bardes au sourire triste et à la mèche lustrée. Tous ces jeunes gens vivaient trop intensément pour ne pas mourir tout de suite. Ils ont avalé leur langue avant qu'on leur la coupe. Je suis seul à crever. Personne ne me comprend. Les grands yeux révulsés par tant de guerre dans le monde, vénules par trop troués de leurs seringues salutaires, et les filets de bave, de la lèvre à la main, de la main à la gratte, de la gratte à l'ampli. Mais l'ampli débranché ne relaie rien d'intelligible. D'abord c'est en anglais, on capte rien du tout. Ensuite il y a des mots d'argot, et l'argot en anglais, je t'assure qu'il faut se lever tôt. Déjà que j'ai tendance à parler d'un courriel, au moins au temps d'Hendrix, tout ça n'existait pas. Alors sur un autre ton, s'il te plaît, ton élégie alternative. Enfin, petit couillon, repose en paix. Essaie de te reposer, mais laisse-moi te dire quand même, tu ne t'illustres en rien. La rock'n'roll attitude a pénétré l'arène, ses slogans chic et chocs ont mis tout le monde d'accord. Il lui était facile d'étendre son empire, de venir te cueillir en ta chambre d'enfant. Déjà très tôt, avec les Playmobil, tu prends le parti des gangsters. Le shérif est plutôt has-been. Puis les choses s'accélèrent. Les tatouages sur le torse, l'addiction aux stupéfiants, le groupe de punk rock formé au lycée. Arrête, on dirait une blague. Haïr tes parents, dire merde aux gens, en vouloir au marché financier, gifler des pop-up girls, détester George W. Bush, la crise d'adolescence qui ne passe pas, ou peut-être le désarroi de l'âge adulte, je ne veux pas mourir en vieux con. Mais John, aucune réalité n'est dans ce monde exclusive. Tu n'es pas plus malin d'être mort, jeune et blond, ou plus beau, ou plus immortel. Tu n'es pas mieux que ta mère ou que ton père. Tu n'es pas mieux que mon grand-père. Ta fille ne fera pas mieux que toi. Et oh, tu te prends pour qui avec ton overdose là? Même pas un suicide, une mort de petit bourgeois, de petites frappes sans envergure. Que reste-t-il de John Garrigan après le retrait du cadavre? Le filet de bave a disparu sous la serpillière. Mon pauvre, tu es invisible. Tu ressembles à tout le monde. Tu ressembles aux caprices de tout le monde. Voilà, c'est la passation de pouvoir, c'est ça? Je lis le texte de l'écrivain Aude Walker. Voilà. Donc Solange Bicharton. Ouais, voilà, c'est moi. Esprit frappeur. C'est lui qui tenait à la tête de Serre-Mort. Il s'était agrippé à l'idée comme si c'était sa meilleure joke.
Je n'étais pas pour glauque à crever. La perspective de buter un animal médaillé de branches m'apparaissait aussi épanouissante que chanter seul devant un tapis de veau abruti à la jupilaire. D'être y allé, Tonio, mort. Il aura juste l'air de dormir. Ce sera mignon. Andy et Daniel se sont marrés. Ça faisait comme des pies qui rotent. Et puis les autres ont suivi. Alors on a voulu shooter le cerf, mais la ferme a pris feu. Aussi simple et bizarroïde que dans les cauchemars qu'il faisait quasi chaque nuit quand on était enfant. Toujours entre 4h et 5h30, il attrapait son duvet pour monter sa cellule post-traumatique au fond de la baignoire. Je m'asseyais sur le bidet au bout de lui pour l'écouter repeindre sa vignette d'arc et espérantiste avant de se rendormir. Ça m'a toujours semblé désaccordé, ce mec si joyeux que c'en était énervant, sans drogue et tout le temps, qui soit chamboulé par tous ses mauvais rêves. Autant vous dire qu'alors que nous tous sombrions, il s'est tout de suite senti chez lui dans les Ardennes. Il n'arrêtait pas, mort de rire, de répéter « cette ferme va finir par brûler ». Il frappait, tabassait, abrutissait ses fûts. « Cette ferme va finir par cramer ». Merde, on a oublié le cerf à l'intérieur. On l'a laissé dormir debout sur le tapis du salon. Ça l'a fait décoller, ce cerf endormi, au beau milieu de tout ce qui se consume. Il s'est mis à vouloir sa peau tendue sur les tomes pour retrouver le son des Chinois. Il parlait, je n'entendais plus rien de loin. Il avait l'air de claquer des dents, de mâchouiller un épi de maïs invisible pour des gens comme moi. Le dernier truc qui m'est arrivé aux oreilles, c'est qu'il aurait peut-être préféré que ce soit le coq du drapeau qui brûle, cet affreux coq qui nous servait d'emblème. Même les Français n'ont pas osé le coller sur leur drapeau. Mike lui disait « Frappe, cogne, esprit frappeur ». Denis frappait tant et tant que la sueur ruisselait et faisait comme de l'huile sous la pluie. Et la pluie qui n'éteignait rien. Pourtant, j'ai toujours cru que si elle nous poursuivait depuis tout ce temps, ce n'était pas pour rien. Bêtement, je croyais que ce linceul humide qui creuse les eaux était là pour éteindre le feu. Quand ça s'est arrêté, on a retrouvé la tête du cerf, les yeux ouverts. Il avait bien l'air de dormir. Donc c'est le texte sur Denis Willems. Je vais lire un texte de Marc Durin-Valois donc sur Alistair Dyke Christian, du groupe de Saul Dyke and the Blazers. On m'appelle Dyke, j'imagine des funky Broadway partout, alors je chante funky, funky Broadway. J'en vois depuis toujours, à Buffalo quand j'étais avec mes potes de la rue, à Phoenix avec mon groupe Dyke and the Blazers, riff de guitare et orgues épaisses, saxo qui miaule. Alors forcément je chante funky, funky Broadway. Les filles 66 adorent, et moi, je continue de repérer des funky Broadway dans toutes les villes, avec des drôles de foules funky, de belles femmes funky, parfois un drôle de mec funky. L'inventeur du funk, ouais, c'est moi. Alistair Christian Dyke, D comme dope, Dyke comme die. Août 71 à Phoenix, je marche tranquille, j'ai 27 ans, je crois bien que toutes les rues de ma vie seront toujours des funky Broadway, avec ces foules, ces filles sublimes et des types bizarres. Il y en a un justement qui me regarde d'un drôle d'air. Seigneur, me tire dessus avec son flingue. Putain, funky Broadway. Je vais vous lire un texte sur Brian Jones des Rolling Stones, écrit par Laurent Binet. 2 mots sur Brian Jones. Il y a des gens comme ça dont la vie peut tenir en un seul mot, et le rock'n'roll en compte beaucoup. Stratocaster pour Hendrix, Nevermind pour Kurt Cobain, Iguane pour Iggy Pop, New York pour Lou Reed, Véron pour Bowie, alors qu'en fait non, mais en rock c'est la légende qui compte, Satan pour Robert Johnson, Bermuda pour Angus Young, etc. Pour Brian Jones, il en faut 2, sitar, piscine. Brian Jones, personne ne sait trop quelle chanson on lui doit. On se rappelle juste que c'était le créatif de la bande, l'artiste maudit, l'ange blond foudroyé avec sa coupe de Playmobil. Le guitariste génial, à l'ombre duquel grenouillait le jeune Keith Richards, mal dégrossi et super laid. Get Off My Cloud, 19th Nervous Breakdown, Jumping Jack Flash, Mother's Little Helper, Ruby Tuesday, Under My Thumb, quand même. Qui jouait aussi de la slide guitare, de la harpe, de la trompette, du hautbois, du marimba, du mélotron, et en fait d'à peu près tous les instruments, même ceux dont on ne soupçonnait pas l'existence. Entre tous, le sitar symbolise Brian Jones, le multi-instrumentiste défoncé, parce que de loin ça ressemble à une pipe à crack géante,
On sent bien que c'est un truc un peu indien, et en même temps on voit que c'est quand même un genre de guitare, comme le banjo ou la mandoline, mais avec un karma plus hippie. Et surtout, il en joue sur Paint in Black, l'une des 4 plus grandes chansons des Stones. 3 juillet 1969, séquence Ophélie. On retrouve le corps de Brian Jones dans sa piscine. Sa petite amie accuse le maçon chargé de rénover la maison du Stone. 25 ans plus tard, sur son lit de mort, le maçon avoue. Il s'était engueulé, il l'a noyé. Pour lui rendre hommage, Mick Jagger récite du chalet. Il n'est pas mort, il s'est réveillé du rêve de la vie. Sitar, piscine, vie et mort de Brian Jones. Alors, moi je vais vous lire le texte de Paul Vaca sur Dave Alexander. Faire l'épitaphe de Dave Alexander revient à pratiquer le journalisme selon Chesterton. Écrire Lord Jones est mort à des gens qui n'ont jamais su que Lord Jones existait. Des Stooges originels, il y avait Iggy bien sûr, iguane de légende qui aura traversé toutes les périodes de glaciation, les 2 frères Ashton, Ron et Scott, et puis, qui déjà? Oui, le mec juste derrière Iggy sur la pochette du premier album, c'est où ils sont tous comme les frères Dalton. Dave Alexander donc, as known as, ou plutôt as unknown as, Xander. 4e membre du groupe et 5e roue du carrosse. Arrivé là parce qu'il avait une voiture, banale histoire de chaise musicale, ce sera la basse. Pourquoi la basse? Parce que, histoire de vacation, pas de vocation. Xander ne tiendra pas longtemps à l'ombre de l'Iguane, 2,33 tours et puis s'en va. Une prestation désastreuse lors d'un concert en août 70 au Goose Lake International Music Festival. Too drunk to play, lire d'Iggy, l'iradi, you're fired. Xander ne moufte pas, l'héroïsme c'est pas son truc, ni l'héroïne du reste, la vraie cause de la rupture de son CDD selon certains, incompatibilité de défonce, lui c'était l'alcool. Retour au bercail à Ann Arbor, dans la morne plaine de Détroit, régime alcool et vinyle. Qui sait combien de groupes Dave rejoint le soir au fond de ses verres d'alcool pour s'en retrouver systématiquement viré à l'aube. Il faut imaginer Sisyphe complètement bourré. Une pancréatite l'oblige à se faire admettre à l'hôpital pour s'en faire virer 4 jours plus tard. Prestation désastreuse encore, un œdème pulmonaire fatal. Il a 27 ans. Mais ce beau jour, le 10 février 75, la chance sourit enfin à Xander. Sans rien comprendre, il est admis dans le groupe le plus classieux de l'histoire du rock, le mythique 27, à bras ouverts. Il y trimballe tous les soirs sa basse et sa canette pour les meilleurs gigs over the rainbow. L'année dernière, une nouvelle recrue, tatouée, qui taquinait aussi le goulot comme lui, est même arrivée. Aux dernières nouvelles, Dave n'a toujours pas été viré. Alors moi je vais lire le texte de Claro à propos de Les Harvey. Les Harvey qui était Mort. mais plus encore, Électrocuté. nous n'en saurons pas plus. Zone danger, où sont, où vont les mains trempées dans l'acier, guitare d'une vie promise, et mourir de mise, enfin laid, puisqu'en vain, un son, un sens, sottise, que seul l'âge explore à mi-chemin des tentations qui du jardin une brûlure. Naître n'est jamais qu'une farce électrique, le sais-tu, l'oublies-tu, laisse, et d'imaginer un sort autre qu'effacement Harvey, dans le puits du jour, au retour au venin des sources, source, zone, danger en partage, en servage, danger aux zones, le sais-tu, l'oublies-tu ce chemin, parcouru à rebours du courant électrique qu'est la vie, et de mise, mourir, exercice à 6 cordes, on ne revient pas, n'en sort pas, on est au pire moment de la vie, et chaque corde, chaque doigt se resserre, et fait des nœuds laisse, des marques laisse, au pire moment de la vie, Harvey, le sais-tu, depuis Glasgow, les marais, les pierres sur les pierres, doigts écorchés à retenir le sang sous la peau, il afflue plus fort, plus grand, puisqu'en vain un son, un sens, effort de l'âge entier vaincu. Les mains laissent, frappe 6 fois la corde tendue, au-dessus de l'abîme, Harvey. L'oublies-tu, zone danger, oublies-tu la source et son venin qu'on boit à même l'air, à même ce qui devient musique, et ce au pire moment de la vie, celui de naître encore et encore, à même le bois des scènes, des forêts, des temples, du bois des doigts crispés, le sais-tu, Harvey, depuis les tourbes magiques d'Écosse, où ne jamais 2 fois mourir. Zone danger,
zone haut danger, promesse. Vient le jour sans fond, ce puits, le sang afflue plus fort, tes mains. Il faut mourir. Dans l'antre du Swansea Top Rank, quand tu, Harvey, entame l'étude instable des molécules, zone tourbe, et pierre sur pierre, aucun temple ne sera construit. Tu le sais, l'oubli, le nid. Mais il y est pas, clairement. Ouais, non, mais il a été mis au dernier moment. Oui, je voulais juste dire que en fait, le club des 27, c'est quand même un truc assez formaliste. Parce qu'en fait, on a mené une enquête et on s'est aperçu que, par exemple, il y a beaucoup plus de musiciens qui sont morts à 48 ans. Non, mais c'est vrai. Hein. Voilà. Mais sauf que si on avait pris le club des 48, on faisait 48 lignes. Voilà. Donc voilà, donc ne vous plaignez pas non plus. Donc là, c'est Jeremy Michael Ward, le groupe The Mars Volta de facto, qui est assez connu, je pense, enfin, pas besoin de le présenter. Et donc, c'est le texte de Fabrice Collin. La photo la plus connue de Jeremy Michael Ward est une photo méconnue, d'un garçon plutôt discret, encore seul et notoirement paumé, devant un dispositif électronique vibrant d'une complexité haineuse, mais pas tout à fait autant, si la vie d'un fantôme vous intéresse, que la musique, idiote, sublime et sauvage, lâchée par ses frères affamés du Texas, ni que sa vie bizarre, tyrannisée par la dope, c'est la drogue, et hantée par des ombres infoutues, unfucked, je sais pas, comme c'est souvent le cas dans l'Ouest, de présenter les papiers en règle. Un jour, sur la banquette arrière d'une voiture, Jérémy tomba sur le journal d'un homme qui lui ressemblait, qui est toujours en vie, suppose-t-on, mais n'a rien appris, et ne lira jamais ses lignes. Un homme dont la guimbarde avait été confisquée par le défunt en personne, et comme lui avait été lâché en pleine torpeur, et cherchait ses parents, ou quelque sens qu'on puisse, guitare ou non, donner à l'existence. Mais Jérémy fouina trop, pas assez, plutôt mal en tout cas, et un dimanche californien pourri, rotten, oublia d'ouvrir les yeux, ce qui fait que la musique fut enregistrée sans lui, que les paroles s'écrivirent sans lui. Elles parlaient d'héroïne, elles aussi, de naissance, d'hallucination. Que l'album se vendit sans lui à des centaines de milliers d'exemplaires, et qu'un nombre dramatiquement restreint de grandes filles pleurèrent son minois d'ange et sa chemise sombre serrée de maudits aux abois. Et moins encore se souvinrent que Jeremy Michael Ward faisait d'un rien une histoire, et d'une histoire un cri d'enfant habillé d'écharde. Alors je vais lire le texte sur Mia Zapata, The Gits, un groupe également très connu. Vous avez remarqué que, alors c'est un texte de Manuel Candré, qui veut d'ailleurs dire un mot avant, non? C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Oui, ouais, oui. Mais bon, moi je lis le texte de Manuel, Manuel il lit le texte de Claro, et Claro lit mon texte, c'est quand même un truc de dingue. C'est ce qu'on appelle une tournante. Demain, sur Facebook. Manuel, pour tes fans, Ah oui, un petit mot, alors, oui. Sur ce texte, je suis désolé, j'ai voulu faire le malin. J'ai fait une acrostiche. 27 lignes. Donc j'ai cherché 27 lettres. J'ai fait. On connaît l'assassin de Mia Zapata, il s'appelle Jesus Mesquia. Donc j'ai fait Jesus Mesquia, Killer and a Raper. C'est pour ça. Attends. Et, bon, donc Jesus Mesquia, assassin et violeur. Et en fait, il y a peu de temps, j'ai rencontré un ami anglophone, enfin un peu plus que moi. Il m'a dit, mais rapper, c'est pas violeur. Violeur, c'est rapiste. Donc finalement, ce sera Jesus Mesquia, assassin et une rapière. Bonne chance, hein, Fabrice. Comme quoi, quand on veut tricher. Ben oui. Je me rappelle que This place was stinky and dirty and divy, et plus encore grungy, coupe ma peau, ça me rend humaine. Sifflant à l'agonie, tandis que tu te tords, je respire encore comme une de ces saucisses accablées sur le grill du hot dog stand, juste en face du Comet Tavern où nous étions attablés comme mourir. Finalement, je peux en témoigner, tout finit par mourir, mais entre le dernier souffle et l'avant-dernier, c'est parfois compliqué. Zarbi et Pathétique sont dans un bateau, frêle embarcation sans dessin qui coule à pic et m'emporte au ralenti.
comme dans un de ces films de genre mauvais qu'autrefois j'aimais regarder, ignorante des douleurs tristes, des passions froides. Moi, tout ce que je voulais, au milieu des gars du crew, ce soir-là, c'était boire des coups et rire et fumer, trop. K comme rock'n'roll, nos cheveux puent la bière et je hurle, étrangle le micro. Indocile, imperméable au calme, je veux du bruit et que ma voix dégorge sur la scène où je suis reine. Des riffs de métal comme les lames désaccordées d'une symphonie en scie sauteuse, emportées par des rafales de batterie, basses de titan, rageuses. Tous les quatre, nous étions comme une seule balle. Au milieu du soir, j'ai failli vomir, la gorge toujours nauséeuse, ad lib. On bouge, Mia, tu nous suis? Dans la nuit? Je dis, plus tard les gars, vous en faites pas pour moi. Agonie ensuite dans ce parking dans la ruelle, ça va durer, trop. Râles qui n'en finissent plus. Je l'ai pas vu surgir dans mon dos, avec le cordon de mon sweat de Gitz, en plus, ce fils de porc, pour me rendre molle et lui dure. Il m'annihile, il me force, étranglé, déchiré, tabassé, réduite au point que tout finit par mourir, mais ça, je l'ai déjà fait. Je vais lire un texte de Philippe Routier sur Dee Boon, donc le chanteur des Minutemen, qui est peut-être celui qui avait une des morts les plus étonnantes parmi les 27. Le dernier breakneck solo de Dee Boon. On ne meurt pas sur l'Interstate 10, c'est une route bien plus longue que la mort. On ne meurt pas sur l'Interstate 10, même sous le ciel torpide de décembre. On nous dit que sur cet axe, dans le désert d'Arizona, Dee Boon était allongé à l'arrière d'un van, malade et somnolent, que son ami au volant s'était assoupi, que le véhicule sortit alors brusquement de la route, que Dee Boon fut éjecté du véhicule par la secousse et qu'il se brisa la nuque. Mais c'est du pur délire, sans doute produit par l'esprit fiévreux du passager lui-même. Depuis sa banquette, Dee Boon croyait voir aussi son père à genoux, vétéran de la Navy qui naguère à l'avant des buis qu'installait pour le nourrir des autoradios. Il le regardait les branchir avec soin, comme s'il greffait sur un ami un organe vital, puis testait l'appareil en enfonçant les touches une après l'autre. L'ouvrier, dans le sens de Dee Boon, assurait qu'il ne laissait sortir les buts de l'atelier que si leur autoradio promettait de fonctionner des années plus tard encore, quand son fils serait devenu le chanteur des Minutemen et qu'on entendrait It Ain't No Picnic sur les ondes de Californie. Dee Boon aura pu rêver cela et aussi d'être tombé du van par le haillon arrière, mais à part lui, personne ne croit à la mort métal asphalte de l'artiste funk blues. En réalité, depuis la disparition de Dee Boon de nos radars et de nos enceintes, l'Interstate 10 est devenu un ruisseau dormant et le songe du chanteur un conte muet. Donc, je vais lire un texte de Elsa Flagel sur Gary Fenn du groupe Uriah. On croit que la mort, c'est le silence, la douceur, l'harmonie, les nuages ouatés du hantoge et des angelots à harpe dorée. On croit qu'il y a la plénitude, la fin du corps et de la souffrance. Au pire, on ne croit pas à tout cela et on pense juste qu'il n'y a rien, juste l'effacement, l'évanouissement d'une vie entière, un électrocardiogramme plat, un cœur qui stoppe net, un cerveau qui grille, le poison qui dévore tout. Et pourtant, la chose la plus dingue, c'est le Larsen et le bordel, les deux ensemble, comme s'ils sont immanquablement convoqué le désordre. C'est le cerveau qui bout et les blessures qui saignent encore, c'est la mémoire de la souffrance qui vous revient d'un coup en pleine gueule comme une mauvaise gifle. C'est le Capharnaüm et la tronche de Morrison, bouffi et barbu, trop moulé dans son pantalon de cuir, sa main molle dans la mienne et l'odeur de mauvais alcool. Il parle d'Alabama Song, puis de Brecht, il est confus, il sourit, il s'en fout. C'est le visage d'Hendrix, pâle et effacé comme le Christ sur le Saint-Suaire de Turin, étourdi de fumée et de musique, accroché à sa guitare électrique, évanescent. C'est Janis Joplin dans une Mercedes décapotable rutilante, le sourire aux oreilles, la voix de rocaille et les cheveux fous, hirsute et déguenillée, si vieille soudain, et c'est ce qu'elle dit à qui veut bien l'entendre, qu'elle a toujours fait plus vieille que son âge. Et il faut avouer qu'elle n'a pas tort, mais qu'elle n'est pas la seule. Tous nous faisons plus vieux que notre âge, tous nous avons l'air tristes des vieux enfants, ceux qui connaissent l'amertume des rêves brisés. Tous nous avons la dégaine des adolescents qui ne veulent pas grandir, ceux qui dans la fragilité voient la brisure, dans la jeunesse la nudité, et dans la musique le divin. On ne devrait jamais mourir, on ne devrait jamais rencontrer ses idoles. Donc Chris Bell, Big Star, que je ne connaissais pas non plus, par Arnaud Villian. Je m'appelle Chris Bell. Nous sommes le 27 décembre 1978, j'ai 27 ans. Il est environ 1h du matin à Memphis. Je sors du resto de mon père où j'ai encore rien bouffé, mais j'ai bu.
Quand mon vieux m'a une nouvelle fois reproché de rien toucher à ce qu'il avait dans mon assiette, à ce qu'il y avait dans mon assiette, je suis allé me shooter dans les chiottes de son bouclard. J'adore mon père. Je l'aime et il m'aimera toujours. C'est juste que l'héros te donne plus envie de vomir que de bouffer, parce que c'est plus agréable de vomir quand tu as le ventre vide. Putain que la nuit est douce. Je suis au volant de ma Triumph je connais rien en bagnole, TR6. Ça doit être une belle bagnole. La plus chouette des bagnoles, c'est ce qu'il dit. Que je me suis offerte avec l'avance sur mon premier album solo. J'allume la radio, merde, que du disco. Je change de fréquence, merde, que du punk. Demain, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, ce sera l'anniversaire de ce salopard d'Alex Chilton. Quand je pense que c'était mon meilleur pote au lycée, quand je pense que c'est moi qui lui ai demandé de venir jouer dans Big Star, quand je pense que j'ai quitté Big Star à cause de lui, tout ça me donne envie d'appuyer sur le champignon. Je change de fréquence, merde, le nouvel album des Stones, qui eux aussi font du disco. Le problème de Chilton, c'est qu'il n'aime pas assez les Beatles. Alex est une chiotte de ricain nationaliste. Il n'a pas compris que c'était Dieu qui avait formé les Beatles depuis le cosmos, depuis son entendement cosmique. Un jour, quelqu'un m'a parlé d'amour, mais je ne sais plus qui c'est. Putain, je devrais noter ça, c'est un bon titre pour une chanson. Je suis allé enregistrer aux Air Studios de George Martin. Je comprends pas cette phrase. Bon. J'ai croisé Paul McCartney et Linda. On a bavardé ensemble une dizaine de minutes. C'était le plus beau jour de ma vie. Il ne me reste plus qu'à rencontrer Lennon et Harrison, parce que Ringo, je m'en bats les couilles. Que cette voiture va vite, comme l'héros dans mon sang. And I feel like Jesus. On est tous profs d'anglais ce soir. Comme chante ce connard de Lou Reed. Quelle perte de temps de se prendre pour Lou Reed, quand on peut se prendre comme moi pour John Lennon. Et je roule vers ma mort, vers ma mort. Donc moi je lis le texte de Yann Suti sur James Edwards des Manic Street Preachers. Reste cette bonne vieille Vauxhall Cavalier métallisée, abandonnée près du Severn Bridge, la batterie à plat et à l'intérieur un foutoir sans nom. Ce n'est plus une voiture mais un squat. Un squat comme ta chambre de l'hôtel Embassy. Et toi, où es-tu? On t'a vu dans un marché hippie à Goa. Mais où es-tu? Tu n'as laissé aucun message. Aucun message qui explique pourquoi, chaque jour, pendant 15 jours, 200 livres ont été retirés de ton putain de compte en banque, et ensuite c'est toi qui t'es évaporé. On t'a vu dans les îles de Fuerteventura. Et pourquoi cette virée en taxi dans les collines de ton enfance avant de disparaître? Qu'est-ce que t'es allé foutre à Blackwood? Un pèlerinage? Dire au revoir à cette ville où tu t'es découvert ce goût pour les lames de rasoir, les couteaux, les tessons de bouteille? Il y a tant de façons de se faire du bien. Oh oui, c'est si bon. C'est si bon d'entendre la lame fendre la peau comme du tissu, pénétrer doucement dans la chair, et ensuite c'est le sang qui suinte, qui te crème le corps, un onguent, un élixir, et tu y fourres la langue, petit gourmand. Faut bien que tu manges l'anorexique. On t'a vu te baigner dans le Gange. Tu disais que tout est banal à côté de l'effort que tu fais pour te concentrer sur la coupure, la douleur, la lame. Et la lame, tu l'appuyais plus fort. Mais où es-tu? Toujours plus fort, comme si tu cherchais quelque chose de plus profond. Qu'est-ce que tu cherchais quand tu t'es gravé « For real » sur l'avant-bras? On t'a vu à Lanzarote. Tu te souviens de la gueule du journaleux quand tu t'es offert cette friandise dandy à 17 points de suture? Ce serpent cutterisé qui te rampait dessus te faisait autant triper que les mégots que tu t'écrases sur ta peau devenue cendrier. Mais où es-tu? Et entendre ta chair crépiter comme sous le coup d'un effet Larsen est meilleur, ouais, encore meilleur que tout le reste, cette bonne vieille Vauxhall Cavalier métallisé. Abandonné près du Severn Bridge, la batterie à plat et à l'intérieur un foutoir sans nom. Ce n'est plus une voiture mais un squat. Alors le dernier texte, Marc Villemain sur Peter Ham du groupe Badfinger. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de réaliser par vous-même le nœud, baptisé avec force à propos, du pendu. Cela dit, si vous lisez ce texte, c'est qu'il était mal exécuté, voire carrément coulant. À titre personnel, soyez certain que je n'ai absolument rien contre la pendaison en tant que méthode. Du moins n'ai-je rien à objecter quant à son esthétique générale, et moins encore son efficacité. Ce qui toutefois m'a toujours intrigué, et me dissuade aujourd'hui encore d'user de ce moyen, somme toute un peu démonstratif,
Ce n'est pas tant la gêne d'être découvert en impeccable érection, tout corps se balançant dans l'espace enregistre une décharge qui l'accule à une turgescence priapique et post-mortem, mais des considérations autrement anxiogènes. Que Peter Ham, après tant d'autres, il est vrai, les ait surmontés, suffirait amplement à ma sympathie. Mais soyons concrets. Réussir un tel nœud n'est pas d'une si folle évidence, vous l'avez compris. Si votre technique n'est que rudimentaire, et quand bien même vous seriez un fameux casse-cou, vous aurez une veine de pendu, si vous ne souffrez que d'un lumbago, en lieu et place de la nuque que vous escomptiez vous briser. C'est précisément ce qui me touche dans ce qu'a réussi à faire Peter Ham, en plus de s'être baptisé Badfinger, témoignage d'un humour excellemment britannique. Car il faut l'imaginer, Peter Ham, prendre la peine d'être tout sourire à la mercerie du coin de la rue, se rendre en bibliothèque, y chercher un manuel qui fût assez complet, enfin, et sans doute est-ce le plus pénible, s'exercer, faire et refaire le nœud, tester sa résistance à une contraction brutale, inopinée, calculer le ratio utile entre des éléments aussi complexes que la masse corporelle, la hauteur de projection, le type de corde utilisé, textile, synthétique, chanvre, autre. Enfin, positionner une chaise suffisamment solide, avouer que ce serait quand même ballot de se rompre les os en grimpant dessus. Et faire des essais avec ceux qu'il a sous la main, édredon, manche de guitare, sac à patates en toile de jute, que sais-je encore. Ce que je veux dire, c'est que celui qui se pend est vraiment résolu à mourir. C'est pas un truc de chochotte. Et moi qui ne suis pas bien doué de mes 10 doigts, contrairement à notre Badfinger, je serais bien foutu de le rater, mon nœud. Heureusement, j'ai plusieurs cordes à mon arc, je trouverai bien autre chose. Bon, on profite pour remercier Hugues et la librairie Caribe de nous avoir reçus. C'est moi qui parlais, mais c'était juste pour dire que la personne qui est derrière tout le projet, qui l'a monté depuis le début, et sans qui on ne serait pas tous là, enfin en tout cas moi je ne serais pas là, c'est donc mon père Yves Suti qui a tout. J'en profite pour remercier les écrivains qui ont prêté leur talent, parce que bon, Yann c'est un homme de mots, moi je suis un homme d'image, et comme ça j'ai appris à lire des textes qui étaient vraiment très bien. Donc je vous remercie d'avoir tous prêté votre talent à la réussite de ce bouquin. Pour les personnes donc, qui n'étaient pas associées à la réalisation de ce livre, donc je pense que vous avez pu voir et entendre que c'est un livre qui est magnifiquement illustré, qui a des textes qui s'en dégagent beaucoup d'intelligence, beaucoup de drôlerie, une sorte de poésie hallucinée qui à la fin en jaillit, que c'est aussi bon, c'est un livre qu'il faut posséder, c'est un livre qu'il faut offrir. C'est bon. Voilà, et pas hésiter donc à en prendre 5-6 chacun. Il vous fera 5% sur chaque livre. Non. Voilà. Vous n'aurez pas 5. Et donc ensuite, il n'y a que de l'alcool sur la table parce que pour de basses raisons légales, on ne peut pas avoir de dope, mais donc voilà, n'hésitez pas. Merci.